Bonjour à tous, merci de nous suivre. Nous sommes aujourd'hui avec M. Issa Diabaté. Bonjour M. Issa. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien, Merci de nous recevoir. Merci Ben. Alors, d'abord, avant de commencer, pouvez-vous nous parler de votre expérience en tant qu'architecte, de votre parcours, comment vous avez commencé et tout ça? Alors, je vais parler un petit peu de mon parcours. Moi, j'ai toujours su que je voulais être architecte depuis l'âge de 12 ans. J'ai fait mon premier stage en tant que stagiaire architecte à l'âge de 13 ans. J'avais la chance d'avoir un papa qui avait un ami architecte. Et donc, du coup, ça m'a permis d'être exposé au métier assez tôt. Et je dois dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai su que je devais être architecte. C'est quelque chose qui s'est révélé à moi plutôt qu'un choix que j'ai fait. Sauf que dans la vie, les choses sont pas linéaires. Je n'ai pas commencé mes études par des études d'architecture. J'ai fait un premier diplôme en finance pour des raisons qui peuvent paraître étranges aujourd'hui, mais à l'époque, embrasser le métier d'architecte faisait un peu peur parce qu'on avait peur de la régularité des revenus financiers, de la stabilité de la profession. Donc du coup, je me suis orienté vers quelque chose qui pouvait sembler relativement sécurisé, donc métier de la finance. Sauf qu'au bout de ma troisième année, en fait, j'ai réalisé que j'étais pas du tout fait pour ça. Et la chance que j'ai eue, en réalité, c'est de faire mes études dans le système américain, ce qui m'a permis de passer d'un niveau bachelor à un master en architecture, mais un master un peu particulier, un master qui dure 3 ans, où effectivement il faut d'abord, pour pouvoir entrer, démontrer de ses aptitudes, on va dire en termes de création artistique. Et puis voilà, donc c'est comme ça que j'ai pu faire la transition. Okay. Et après ça, finalement, après cette transition-là, vous êtes admis à après l'école de Yale. Oui, voilà. Donc, au moment où je fais cette transition, je ne sais pas du tout quel est mon niveau. Sauf que comme j'ai toujours aimé l'architecture, donc j'ai toujours continué à dessiner, continué à faire des plans. Et en plus, pendant que je faisais mon diplôme de finance, j'avais une option en art plastique. Donc du coup, j'ai pas eu beaucoup de soucis pour composer un portfolio qui était quand même fourni. Il y avait du dessin, de la photo, du dessin d'archi, de la sculpture, de la peinture. Et donc, du coup, comme je connaissais pas du tout mon niveau en termes d'architecture, j'ai fait des demandes à plusieurs universités en me disant, bon, je vais cibler le top, pourquoi pas. J'ai une mère qui vient d'un milieu académique, donc pour elle, l'excellence académique, c'est important. Donc, c'est toujours quelque chose qui était derrière dans ma tête. Je vais cibler le top et je vais me donner une limite basse en deçà de laquelle je ne vais pas descendre. Et donc, il s'est trouvé que sur les 14 demandes que j'avais faites, j'en ai eu 10, donc ce qui m'a rassuré. 10 dont les plus célèbres sont Yale et MIT. Et j'ai choisi Yale. Qu'est-ce qui a guidé votre choix là? Donc on a Yale et MIT. Alors en réalité, j'ai été séduit par l'atmosphère de Yale. C'est un peu une atmosphère vieille Angleterre, en même temps un milieu académique assez poussé. Bon, MIT aussi, hein, mais disons qu'à Yale, ce qui m'a plu, c'est en fait le fait qu'il y ait une série de disciplines sur le campus. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement l'école d'architecture, mais qui n'est pas loin de l'école d'art, l'école de théâtre, l'école d'études académiques africaines. C'est important quand on est à un niveau master et qu'on travaille sur des sujets de réflexion, on a besoin aussi d'un support académique avec des gens qui... Donc du coup, ça m'a permis pendant mon cursus scolaire de prendre des cours aussi, des cours sur la littérature africaine, des cours sur la littérature afro-américaine, de continuer à poursuivre des sujets qui étaient d'intérêt annexe. Et en fait, c'est ça qui m'a plu en fait sur le campus de Yale, c'est qu'il y avait tous ces départements-là qui étaient également présents. Et donc après ça, tu vas commencer maintenant tout votre parcours académique, si on peut dire, universitaire à Yale.
Comment ça se passe? Quels sont les éléments qui vous ont marqué, au fait, pendant ce parcours universitaire? Alors, c'est un parcours qui pour moi a été fondamental, je veux dire, dans qui je suis devenu. Ouais. Déjà, je n'avais pas conscience que j'allais effectivement entrer dans un établissement académique d'excellence quand je faisais ma transition. Et donc, je me retrouve au milieu en fait de camarades de classe. Et dans ma tête, je viens en fait avec l'idée que ils sont tous des cracks de partout d'où ils viennent. Évidemment, s'ils viennent dans une université comme celle-là, ils ont dû avoir un parcours académique excellent. Et en réalité, je réalise que ce n'est pas tout à fait le cas. Et en réalité, je réalise que quand on impose une classe, une année, où vous allez avoir des étudiants qui vont interagir, on les rassemble plus par ce qu'ils ont de fondamentalement intéressant. Pas parce qu'ils sont bons à l'école, mais on regarde leur parcours, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont étudié, ce qui fait que vous avez une classe de 40 élèves avec des gens qui ont des profils très spécifiques. Et je comprends que, du coup, moi aussi, j'ai ma place parce que j'ai un profil qui n'est pas typique. Et donc, c'est très intéressant parce que, en plus, vous avez une classe qui est divisée en deux parties. Où il y a une première partie, en fait, qui a fait de l'architecture avant. Donc, ils ont fait de l'architecture, mais pas à un niveau professionnel. Donc, ils ont fait un bachelor en architecture de 4 ans. Okay. Et l'autre moitié, qui n'a jamais fait d'architecture, donc en tout cas à un niveau académique. Donc, des gens comme moi, il y avait des gens qui avaient déjà été ingénieurs, qui avaient déjà une vie professionnelle. Et on mélange en fait toutes ces 40 personnes parce qu'on sait que chacune va apporter quelque chose à la discussion globale. Donc, si vous avez des profils qui sont similaires, il n'y a pas d'intérêt. Et ça a été justement 3 années fabuleuses parce que j'ai rencontré des gens qui sont exceptionnels. Certains qui sont jusqu'aujourd'hui où on a encore des liens d'amitié très forts. Il n'y a pas très longtemps, on s'est retrouvés avec certains, on continue de discuter. Je vais avoir l'opportunité au mois de septembre d'enseigner un atelier à Yale avec justement une ancienne camarade de classe. Donc les liens continuent et c'est ça qui est intéressant parce qu'on voit que en réalité après chacun a la responsabilité de suivre son chemin. Donc par exemple quand je regarde la carrière de mes camarades de classe, pour certains c'est très cohérent avec le discours qu'ils avaient déjà à l'école. Et donc pour moi ces 3 années ont été vraiment fabuleuses. En plus bon c'est vraiment l'année entre 23 et 25 ans. C'est là où vous découvrez la vie d'adulte. Donc c'est quelque chose aussi de très intéressant d'avoir vécu ça, surtout à une certaine époque aux États-Unis. Qui est donc avant les années 2000, donc ça c'est de 92 à 95, où l'état d'esprit du monde était complètement différent. Je pense qu'on était dans un environnement beaucoup plus libre, quelque part, et beaucoup plus ouvert, en réalité. Aujourd'hui, les sociétés ont tendance à se crisper les unes sur elles-mêmes, les autres sur elles-mêmes, chose qu'on n'avait pas à l'époque. Donc, est-ce que finalement ça a participé au fait à la création d'un certain paradigme nouveau, ou de dire, bon, peut-être que je vais m'orienter vers ça précisément, je vais travailler dans telle agence, parce que après vous finissez. Et donc finalement, comment se passe au fait ce choix? Alors pas du tout, le choix s'est fait de façon assez organique en réalité. Il n'était pas ciblé depuis le départ. En réalité, tout en étant à l'école, j'ai toujours su que je rentrais à Abidjan après mes études. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu l'appel du pays, bien que j'ai adoré mon séjour, mes 8 ans aux États-Unis, je le considère un petit peu comme mon deuxième pays. Il est hors de question que je décide de rester vivre là-bas. Pour moi, il fallait que je rentre à Abidjan. Et donc, ce qui, quelque part, fait que tout au long de vos études, et en plus si vous avez quelques amis architectes, vous interrogez déjà sur l'avenir de l'architecture en Afrique. Vous interrogez sur l'histoire de l'architecture en Afrique. Donc vous allez, quand vous êtes dans un environnement académique, vous allez faire quelques petites recherches, essayer de comprendre ce qui a existé avant,
voir en fait qu'il y a eu des choses qui ont existé, comme le Great Zimbabwe, enfin ce genre de choses, qui quelque part pour vous essaye de vous rattacher en fait à une pratique de l'architecture au travers de votre propre culture. Donc cette interrogation, elle persiste. Hein. Je veux dire, quand on est à l'école, c'est des choses sur lesquelles on s'interroge. Mais immédiatement après aussi, dans ma vie professionnelle, c'est des interrogations qui ont continué, même si elles ont complètement changé de forme. Et donc après cela, vous décidez donc après des expériences dans des cabinets étrangers et tout, vous décidez de rentrer en Côte d'Ivoire. Oui. Quand vous rentrez en Côte d'Ivoire, finalement, vous vous dirigez vers quelle agence, ou c'est par des coïncidences, ou comment ça se passe, le choix de la première? C'est des coïncidences sans être des coïncidences en réalité. Moi, je décide, donc en 93, je fais un stage à Paris chez Jean Nouvel. Disons, je touche à des sujets qui sont intéressants, mais finalement, c'est pas mes sujets. J'ai envie de savoir, en fait, comment ça se passe en Côte d'Ivoire, comment vivent les architectes. J'ai envie aussi de pouvoir être attaché quelque part à un milieu qui me correspond culturellement. Et donc, je cherche à faire un stage en 94. Et donc, je cherchais naturellement sur la place. Il faut se dire qu'à l'époque, on n'était pas nombreux. Les architectes ne couraient pas les rues. C'était quand tu disais que tu faisais architecture, on te voyait comme un extraterrestre. Et donc, ils n'étaient pas nombreux. Mon frère me dit, mais j'ai un ami, il s'appelle Guillaume Kofi, c'est un jeune architecte et il fait des choses intéressantes. Peut-être que si vous vous rencontrez, peut-être que ça va matcher. Donc je dis, ok, pourquoi pas. Et donc je cherche à le joindre. On finit par se rencontrer un samedi matin. Où il me dit, passe à l'agence. Donc j'arrive, il était un petit peu occupé, puis quand il finit, il dit, mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Je dis, rien. Il dit, on va sur un chantier. Et donc, on va sur un chantier, je découvre en fait une villa qu'il est en train de faire, et puis je dis, waouh, vraiment, moi, j'aimerais bien faire ce genre de choses. J'aimerais bien, après, il y avait tout un travail sur les dessins des fenêtres, les portes, etc. Et puis je voyais qu'il y avait une espèce d'identité locale, quoi. Et donc, ça m'a assez plu. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu fais le reste de tes vacances? J'ai dit, non, rien. Il dit, mais viens à l'agence. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. L'été d'après, je suis venu faire un stage. Là, je suis resté 3 mois. Et donc, j'ai eu le temps vraiment de rentrer dans ce que c'était que l'agence. À l'époque, on était beaucoup plus petits. À l'époque, on était 7 ou 8. Oui, l'assistante faisait la compta et les contrats, et nous-mêmes, on faisait les descriptifs, etc. On faisait les plaquettes de présentation à la main, à la couleur, etc. Donc, c'était un environnement complètement différent d'aujourd'hui. Vous imaginez, c'est 95. Donc, il me dit, qu'est-ce que tu fais l'année prochaine? Donc, j'ai dit, je sais pas, je vais peut-être rester 1 ou 2 ans aux États-Unis. Donc, il me dit, mais si tu viens l'année prochaine, tu as un job. Et donc, je lui dis, je viens l'année prochaine. Donc, voilà comment ça s'est passé. Et donc, je suis venu immédiatement après l'année prochaine, en 95, juste après mon diplôme. Et juste avant de rentrer, il me dit, mais tu touches un peu à l'informatique? J'ai dit, non, à l'école, de toute façon, c'est pas partie du cursus. Il dit, mais ce serait bien quand même que tu fasses une formation, parce que ce serait bien qu'on fasse la transition quand tu vas venir à l'agence. Et donc, à l'époque, c'était AutoCAD 12, qu'on lançait à partir de DOS, etc. Je ne connais pas du tout. C'était un environnement complètement différent. D'ailleurs, la plupart des choses qu'on faisait, enfin, la majorité des choses qu'on faisait, on les faisait à la main. Et on faisait la transition petit à petit vers l'ordinateur. Donc, par exemple, le concours de la BCEAO de Dalois, c'est un concours qu'on a rendu complètement à la main, qu'on a fait en 10 jours. Avec Thierry Dogbo, architecte. On était à l'époque une petite équipe. C'était des moments assez sympas. Et finalement, vous arrivez, et, vous êtes embauché dans l'agence. Et comment ça se passe après, tout au long de votre parcours dans l'agence? Donc, je crois que c'était SAU Guillaume.
et après, ça devient Kofi Diabaté architecte. Oui. Alors, ça aussi, c'est des choses qui sont faites de façon assez organique. Au bout d'un moment, je pense que, on a tous compris que, en réalité, surtout après les expériences qu'on avait eues avec la BCEAO, où on avait vraiment cravaché en cellules assez réduites sur un concours, qu'on avait sorti des choses, etc. On a tout de suite compris que, et certainement Guillaume plus que nous autres, que Thierry et moi, que quand on était plusieurs, on arrivait à faire beaucoup plus que quand on était seul et donc l'idée de l'association a commencé à germer comme ça, avec le fait aussi que oui, effectivement, si on était plusieurs, les uns ont des points faibles, les autres ont des points forts, et que c'est toujours bien de ramener tout ça ensemble, parce que vous bénéficiez, en fait, tout le monde bénéficie des points forts de tout le monde. Et vous compensez pour les points faibles. Donc, voilà, ça s'est fait petit à petit, au bout de 6 ans. Donc, Guillaume nous a proposé à Thierry et à moi de s'associer à lui. Donc, moi j'ai tout accepté, et puis bon, Thierry... et finalement, a décidé de suivre son propre chemin. Mais voilà comment est-ce qu'on est devenu associé. Et donc après, vous êtes associé. Comment ça se passe, au fait, cette association? Parce que nous, nous étudiants, on voit ça un peu, on se dit, mais comment ça se passe, deux grands architectes qui s'associent finalement? Comment l'agence se gère? Comment on arrive, au fait, à pouvoir se coordonner? Alors, il faut imaginer déjà, pour se remettre dans le contexte, que 1995, il y a combien d'années? Il y a 29 ans. Ouais. Voilà. Moi, j'avais 25 ans, Guillaume en avait 35. 36. Donc, c'est... et puis bon, on commençait, je veux dire... c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une notoriété, mais à l'époque, on était des architectes comme tout le monde. Je veux dire, c'est pendant ces 20 ans qu'on a bâti quelque chose. Aujourd'hui, on le voit, mais il ne faut pas oublier que c'est 20 ans de travail. 20 ans, enfin 30 ans maintenant pour moi et 40 ans de travail pour lui. Wow. Donc, ça aussi, c'est des choses qui sont importantes à savoir. Et aussi, je pense quelque chose qui a été, en tout cas pour moi, très bénéfique, c'est la différence d'âge. C'est le fait de pouvoir travailler avec quelqu'un qui a 11 ans de plus que moi et qui, quelque part, le cheminement que je suis en train de faire, lui, il l'a fait déjà depuis un certain temps. Et donc, il y a beaucoup de choses, en réalité, auxquelles je n'ai pas eu à être confronté, parce que quelqu'un l'avait déjà fait. Et quelqu'un avait déjà une vision de ces choses-là. Et donc, pour moi, c'était quelque part du pain béni de pouvoir apprendre sur des choses, surtout sur les choses qu'on n'apprend pas à l'école. Comment recevoir un client, comment gérer un bureau d'études, quelle est l'importance d'un contrat et d'administration. Ces choses-là, effectivement, quand on est jeune architecte, c'est des choses qu'on ne sait pas. Et de pouvoir travailler dans un environnement où, effectivement, ces questions ont déjà été traitées, donc ça permet d'éviter, en tout cas, ça permet de vous éviter à faire le cheminement vous-même. Et finalement, vous avez 30 ans de carrière, 40 ans pour M. Guillaume, mais quel est le projet, au fait, qui a permis ce déclic-là? Quel est le projet qui a fait qu'on a dit, l'agence d'architecture ivoirienne, Kofi Diabaté, où il y a une renommée qui commence à naître? Je ne sais pas s'il y a eu un déclic, mais je pense que ça s'est fait de façon progressive, petit à petit. Je pense que les premiers éléments pour nous qui ont été, qui nous ont donné en tout cas confiance, c'est le concours de la BCEA d'Alois et le concours de la CRAE. Donc à l'époque, comme je disais, moi, j'avais 26, Guillaume 37, Thierry 35 ou 34. Il n'y a rien en fait qui indique, sans renommée, qu'on est capable de gagner un concours comme celui-là. Et en réalité, quand je regarde avec du recul,
Il n'y avait rien qui nous disait ça, mais on y croyait tellement. C'est incroyable. On s'est dit non, mais ça on va l'avoir. Il y a aucun doute, on va gagner ce concours. Et effectivement, quand on l'a gagné, on s'est dit waouh, effectivement, ouais, là maintenant, le fait d'accéder à ce type de commande va devoir nous faire évoluer vers une autre organisation, vers une autre taille, et justement commencer à contempler d'autres types de marchés. Parce que c'est un apprentissage. Je veux dire, en plus, BCO à Dalois, vous travaillez avec Bouygues. Moi, je me souviens, je faisais des réunions de chantier, quand j'avais 27 ans, j'avais en face des gens de Bouygues qui sont des requins, qui ont 45, 50 ans. Je dis, bon, vous avez du mal à en placer une, mais c'est formateur. C'est formateur, et puis ça permet de comprendre en fait comment fonctionne l'environnement, comment fonctionnent les entreprises, etc. Et du coup, quand on passe de la BCO à Dalois à la CRAE, on est un peu plus à l'aise. Mais ça reste aussi un changement d'échelle, un changement de type de projet, un projet plutôt urbain. Donc on a essayé d'avoir une réponse qui pour nous à l'époque était, on la voulait en rupture avec le reste du plateau. On voulait quelque chose de plutôt horizontal et bas, en contradiction avec la verticalité du plateau. Et ça fait une très belle transition pour la thématique qu'on aborde, qui est la thématique finalement du patrimoine. Oui. Qu'est-ce qui rend aujourd'hui pour vous le patrimoine architectural d'Abidjan unique en son genre? Alors, le patrimoine architectural d'Abidjan, pour moi, quelque part, c'est bâti avec la vision du Houphouët-Boigny. C'est vrai, il y avait une architecture coloniale avant les indépendances, qui en réalité était une architecture coloniale relativement classique, sans grande rupture avec ce qui se faisait. Et quand Houphouët-Boigny arrive, on sent qu'il y a une véritable rupture avec la façon de faire du bâtiment, avec la façon d'imaginer l'environnement urbain. C'est-à-dire que le plateau ne ressemble pas au plateau par nécessité de faire des tours, mais par vision de quelqu'un qui voulait projeter une image d'un pays moderne, en fait, qui s'ouvrait vers le monde. Donc c'est pour ça, en fait, que vous avez un plateau qui ressemble à celui-là. Au-delà de ça, aussi quand vous regardez l'urbanisme, surtout regardez par exemple des quartiers comme Cocody, Cocody Centre, sont des quartiers que je trouve extraordinaires. C'est des quartiers qui sont en réalité, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais c'est des quartiers qui portent une vision de mixité, comme on en retrouve dans peu d'environnements urbains, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais au monde. Vous avez en fait sur un périmètre qui est relativement réduit, de l'habitat de cour, de l'habitat en bande, de l'habitat collectif, de la petite maison, de la grande maison, du palais présidentiel, l'hôtel Ivoire, des équipements éducatifs comme l'université ou comme l'INSAC, des équipements hospitaliers comme les CHU, etc. Et tout ça concentré sur un périmètre qui finalement n'est pas très très grand. Ce qui fait que les populations de Cocody, quel que soit leur rang social ou leur capacité financière, se sentent toutes habitantes de Cocody. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a très peu d'exemples comme ceux-là qui ont, en termes d'urbanisme, qui ont eu autant d'impact sur la façon dont les gens se voient et se projettent. Il y en a un autre qui est Yopougon, mais pour d'autres raisons. Yopougon est aussi un quartier à forte identité, un urbanisme qui est certes différent. Je veux dire, si vous regardez le tracé de Yopougon, c'est un tracé très intéressant en termes de voirie, etc. Mais qui, en réalité, a eu à faire face à d'autres défis urbains, avec aussi l'évolution de la ville dans le temps. Par exemple, si on essaie de parler un peu de Yopougon, on a pour moi deux quartiers qui sont assez intéressants à analyser. On a le quartier Sogefia et celui de Sipores. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, le quartier, déjà, c'est deux visions du développement urbain. Parce que c'est intervenu pas forcément à la même époque.
Et quand vous regardez la façon dont même l'habitat était fait dans le quartier Sogefia, il y a beaucoup moins de densité. Et on voit qu'avec le temps, le besoin a changé. Il y a eu et même la vision, parce que dans les années 80, on a commencé à construire différemment. On a commencé à avoir des visions urbaines. Je pense que ça, il y a des lectures qu'on peut faire dans la ville, comme par exemple, regardez la Cité des Arts qui date des années 60-70. Et à côté de ça, vous passez à de l'habitat qu'on retrouve par exemple aux Deux Plateaux, qui est plus des années 80. Vous allez voir qu'on a tout de suite oublié par exemple des principes basiques de ventilation traversante. Parce qu'aussi quand on passe des années 70 aux années 80, les visions changent. Dans les années 80, on est plus porté sur la technologie. On a des climatiseurs maintenant, donc la ventilation traversante, ce n'est pas un souci. Évidemment, dans les années 80, on n'est pas encore dans l'écologie, donc on ne comprend pas le lien entre l'utilisation d'énergie et le lien avec les ressources, etc., la planète. Bon, c'est des choses qu'on ne fait pas. Et donc, du coup, et ça a une influence, je dirais, négative sur l'architecture, ou du moins en termes de sa capacité à être résiliente vis-à-vis des éléments et de son environnement. Si on revient à Cocody, ce qui est intéressant, c'est par exemple les bâtiments de la Cité des Arts. Oui. C'est qu'on a des ventilations traversantes, on a le bâtiment qui est surélevé, qui reste des parkings juste en dessous, et on voit qu'aujourd'hui, on n'a plus ce genre de bâtiments. Mais également, dans le même Cocody, on a d'autres aussi bâtiments qui offrent au rez-de-chaussée d'autres typologies. Donc, parfois, on a des habitations qui sont en rez-de-chaussée, parfois, on a des commerces et tout. Donc, comment on arrive finalement à avoir une perception de cette commune-là qui est assez intéressante? Alors, la structure même de Cocody fait que c'est l'une des communes qui a le mieux résisté, en fait, à la transformation urbaine. Donc, le fait d'avoir des grandes voies structurantes, ça fait quand même que c'est pas sur toutes les voies que les gens s'installent. On voit bien que même à Cocody, il y a un tissu qui se densifie. Donc, en réalité, la vraie question, c'est comment est-ce que ces habitats aujourd'hui résistent à leur environnement contemporain d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit très bien quelle est la tendance. On a une tendance qui est où le bâtiment, en réalité, est doit d'abord avoir une vocation fonctionnelle. Donc, la personne qui construit, qui fait son petit projet, va imaginer d'abord la rentabilité. Donc, avant de penser parking, il va penser commerce. Donc, du coup, ça induit certaines typologies de bâtiments. Et on voit que, en fait, ces typologies sont fortement écartées de la typologie de Cité des Arts ou de Rivera Golf. Ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, on a le retour de l'expérience de cette densification. Et certains quartiers, à mon sens, vont commencer à prendre de plus en plus de valeur, justement à cause de leur côté, on va dire, où il y a quand même une densification, mais une densification maîtrisée avec une intégration de l'espace vert. Par exemple, Golf 1. Golf 1, Riviera Golf 1. Effectivement, c'est un quartier qui est, quand vous regardez, il y a des tours, ce qui veut dire qu'il y a une forme de densité. Mais cette densité est mise à profit pour dégager plus d'espace vert et plus d'espace commun. Ce qui est en fait des quartiers qui ont quand même pas mal résisté à l'explosion démographique. En revanche, il y a d'autres quartiers, effectivement, qui sont complètement transformés, où les façades qui étaient des façades de bâtiments à l'époque, aujourd'hui, nous sont des façades de commerce, où les reculs ont été occupés justement par des commerces, justement, pour pouvoir répondre
au besoin de la population d'être en lien avec des espaces commerciaux. Parce que ça aussi, c'est un élément sociologique, à mon avis, qui n'est pas suffisamment exploré. Dans nos environnements, culturellement, la plupart de nos populations se sentent à l'aise dans une configuration où il y a un rapport commerçant à la rue. Parce que le commerce n'est pas uniquement le commerce c'est aussi la socialisation. Donc, effectivement, là où il y a des boutiques, il y a aussi des gens qui sont assis, qui attendent, qui discutent, qui bavardent, il y a une communauté, etc. Et je pense que c'est des choses qui ont manqué dans les grands ensembles comme la Cité des Arts. Comment arriver à composer des espaces où, en réalité, l'habitant se sent relativement à l'aise par rapport à ses habitudes. Je fais un parallèle assez étonnant, mais qui a du sens, qui pour moi, en fait, confirme le besoin en fait social de l'humain d'avoir un rapport à l'autre au travers de la rue. C'est par exemple le Vietnam. Ah ouais. Au Vietnam, les rues sont parfois même plus denses qu'ici. Et c'est assez étonnant de voir que en réalité, là-bas, comme ici, les gens en fait trouvent une réponse dans l'occupation des rues. L'occupation commerçante des rues qui se transforme en occupation sociale. Donc du coup, ça interroge énormément sur comment est-ce qu'on doit faire nos villes. C'est quoi? Est-ce que c'est un modèle contre l'autre? Est-ce que c'est l'intégration des deux modèles? Est-ce qu'ils sont intégrables? Pour moi, oui. En fait, en réalité, ce qui s'impose à nous aujourd'hui, c'est la mise à jour de ces questions face aux mutations de notre monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut plus construire sans faire attention à la durabilité. On ne peut plus construire sans faire attention à la provenance des matériaux. On ne peut plus construire sans faire attention à la montée des eaux. Donc, c'est des éléments qui vont avoir un impact sur nos architectures. Mais en même temps, on sait aussi qu'on ne doit plus construire comme on a construit récemment et qu'il existe en fait des solutions dans notre histoire, dans nos cultures, dans nos traditions, qui peuvent nous amener justement en assemblant cette connaissance aux défis auxquels on est confronté, à créer en réalité une troisième voie. Enfin, quand on parle d'identité d'architecture en Afrique, effectivement, c'est au travers de cette troisième voie qu'on devrait la percevoir. Et comment on arrive à faire ce pont entre tradition et modernité? Parce que la plupart du temps, on a tendance à les opposer. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie qui arrive à concilier ces deux-là? Oui, déjà, il faut savoir à quoi l'une et l'autre servent. Pour moi, la tradition, en fait, c'est l'accumulation des connaissances qui nous précèdent, en réalité. C'est pas forcément quelque chose qui doit être gravé dans le marbre que l'on doit suivre, mais en réalité, la tradition, de toute façon, par nature, elle est mouvante, parce qu'elle est l'accumulation de connaissances. Donc c'est ça que l'on garde quelque part et on va chercher dedans pour comprendre en fait notre monde. Tandis que la modernité, en fait, la modernité nous interroge sur la façon dont on veut construire notre avenir. Parce que effectivement, on hérite de quelque chose, mais on a aussi la responsabilité de créer quelque chose qui doit faire face aux défis de demain. Donc, la modernité, effectivement, pour moi, ça équivaut un petit peu à la vision. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Mais en réalité, elle va s'appuyer sur la tradition parce que c'est là qu'il y a le savoir accumulé. Donc, les deux, loin d'être en opposition, doivent fonctionner ensemble. Je veux dire, aujourd'hui, ce que je trouve intéressant justement dans la modernité d'aujourd'hui, c'est qu'elle n'est plus linéaire. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, la modernité était incarnée, on confondait en fait modernité et évolution de l'Occident. C'est deux choses qui semblaient quelque part liées. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
Aujourd'hui, la modernité, elle est incarnée surtout par la multipolarité. Le fait qu'en Asie, il y a une modernité, en Afrique, il y a une modernité, en Europe, il existe encore une modernité. Donc, en fait, sur la planète entière, chacun vit sa modernité. Moi, j'estime vivre ma modernité. Je vis à Abidjan, certes, mais ma modernité, même si elle est ultra moderne, n'a rien à voir avec la modernité d'un Norvégien, par exemple. Parce qu'on a des modes de vie qui sont vraiment différents. En réalité, comment est-ce qu'on décide de devenir développeur? Fondamentalement, c'est par frustration. Par le fait d'être frustré de voir une ville qui n'évolue pas dans une direction qu'on estime être concertée, censée, organisée, etc. Et donc, forcément, quand vous interrogez sur ces questions-là, vous commencez à construire une vision en disant on pourrait faire ci, le problème c'est ça, on imagine ci, ça pourrait se faire comme ça, on va gérer ça comme ci, la problématique c'est ça, etc. Et en réfléchissant, on se rend compte que la seule façon en fait d'arriver à exprimer ça, c'est en faisant nous-mêmes du développement. Et c'est comme ça qu'on commence avec 2-3 projets où on a un petit peu essuyé les plats, très certains on a perdu de l'argent. Donc ça nous amène à nous former pour aborder une opération immobilière. Comment aborder une opération immobilière? Et au cours de la formation, on se rend bien compte que c'est une formation qui est calquée sur un modèle occidental, mais qu'il va falloir adapter à un système local. Oui. Et en fait, ça c'est le travail qu'on a fait quand on faisait les résidences chocolat. Première des choses, une des problématiques générales qui est chère aux architectes, pour nous, dans un environnement où la ville s'étale, on doit densifier. Quoi de mieux que densifier par le haut standing? Parce que si le haut standing densifie, le reste n'aura pas de souci pour suivre. Autre préoccupation, comment vivre en collectif à Abidjan? Autre préoccupation, comment est-ce qu'on aborde les solutions de durabilité? Est-ce qu'on fait rentrer les voitures à l'intérieur? Combien d'espaces verts on préserve? Malgré la densité, on a 32 logements sur 1 hectare 100. Malgré tout, on a réussi à préserver 60% d'espaces verts. Avec des astuces, en réalité, ce sont des astuces d'architectes. Et ça nous a donné une autre vision du métier, en ce sens que c'est un métier de conception. Et que quand vous voulez faire quelque chose, quand vous avez une vision, en fait, c'est la conception qui vous aide à y arriver. Donc, comment on conçoit l'architecture, comment on conçoit le règlement de copropriété, comment on conçoit la recherche de financement, comment on conçoit la commercialisation, comment on conçoit la gestion des espaces. Parce que ces espaces, par exemple, vous avez un jardinier, un groupe électrogène, une personne qui se charge de gérer vos problèmes d'électricité, etc. Donc, en réalité, c'est une solution pour celui qui y habite. Tout ça, c'est des questions en fait auxquelles on a réfléchi pour se dire, on va composer un programme qui va ressembler à ça. Donc, au-delà de l'architecture ou du bâtiment, en réalité, le vrai projet, c'est ce qu'on appelle, nous, l'ingénierie sociale. Comment est-ce qu'on arrive à créer un environnement qui fonctionne? Parce que après, une fois que vous avez fait ça, à qui vous vendez? Quelque chose de très important, et c'est pour ça que nous, on a décidé de garder la commercialisation, parce que ça nous permettait d'avoir un contrôle sur qui achète. Il y a des typologies sociologiques qu'on ne souhaitait pas avoir, parce qu'on savait que ça allait rompre un petit peu la quiétude de l'environnement. Donc, si c'est quelque chose que vous vendez, la capacité à un environnement, justement, par sa vie en communauté, arriver à préserver une quiétude et un lien raisonné entre les habitants, vous évitez de mettre des populations qui vont créer, en fait, une rupture avec la quiétude de l'environnement. Donc, justement, ça nous a donné, en fait, le succès de ce projet nous a donné
confiance en le fait que, fondamentalement, nous, architectes, nous avons la responsabilité de penser la ville. Mon associé dit souvent cette phrase que je trouve assez révélatrice de la situation. Il dit aujourd'hui, mon ancien tailleur fait de la promotion immobilière et nous, architectes, on ne peut pas en faire. C'est quand même un paradoxe. Parce qu'on vit aussi dans des environnements qui sont différents. En France, je pense que ce ne serait pas possible, mais ici, ça l'est. Donc il faut aussi comprendre l'environnement dans lequel on est. Et c'est dans ça qu'il est aussi important à nous, architectes, d'adapter la pratique de notre métier à l'environnement dans lequel on évolue. Oui, parce que la pratique du métier était ou est assez cantonnée sur l'architecte qui conçoit, l'entrepreneur réalise. Pour que l'architecte puisse concevoir, il faut qu'il y ait une commande du maître d'ouvrage et au fur et à mesure. Et donc, vous décidez de dire, bon, nous, on a notre propre commande, on conçoit et aussi on réalise. Plus tard, on commercialise. Donc, finalement, on arrive à une étape où, finalement, c'est un packaging au fait, qui est fait. Oui, aussi parce que, mettons-nous à la place du maître d'ouvrage, ça veut dire que déjà chacun doit avoir vocation à aller construire sa maison. Donc, aller prendre un architecte, acheter un terrain d'abord, aller prendre un architecte, aller prendre un ingénieur, quelqu'un qui a son activité en fait n'est pas un sachant du métier de la construction. Et donc, tout au long du chemin, il va avoir des écueils. Et c'est ce qu'on voit dans nos environnements. Comment les gens souffrent en réalité quand ils veulent construire leur maison. Ou comment, justement, la structuration des choses fait qu'ils n'ont pas accès à des logements qui sont suffisamment décents ou qui ne sont pas du tout en corrélation avec leur statut social. Tout simplement parce que tout ceci n'a pas été pensé dans une forme de vision. Donc c'est vrai, on arrive à produire de l'habitat, mais il y a l'humidité, il fait chaud, il fait ci, il fait ça. Mais en réalité, si vous n'êtes pas en réalité propriétaire de la vision et du déroulement de la vision jusqu'à son exécution, à un moment, il y a des choses qui vont vous échapper. De toute façon, dans notre pratique, ça nous arrive toujours quand on a un maître d'ouvrage en face de nous. À un certain moment, il faut être force de proposition pour arriver à tenir son maître d'ouvrage, parce que si vous n'êtes pas fort, il vous échappe. Et vous vous retrouvez à devenir un porte-crayon plutôt qu'un architecte. Et donc, c'est pour ça qu'il est important que les architectes que nous sommes, déjà, commencent à structurer ça d'une façon intellectuelle. Pourquoi on fait de la promotion ? Est-ce que c'est juste pour gagner de l'argent ou est-ce que chaque projet de promotion doit être une réponse à des défis qui s'opposent à nous ? Pour moi, c'est ça la vraie question. Parce qu'en réalité, sinon on attend que ça se passe pour nous. Et puis, on peut théoriser pendant longtemps, mais il n'y a rien de tel que la pratique pour challenger la théorie. Et finalement, aujourd'hui, on voit que c'est pas, vous n'êtes pas le seul maintenant à le faire. Où il y a maintenant au Sénégal, il y a Goudiaby Atepa qui lui aussi se lance aussi dans cette forme de développement. Et donc finalement sur le continent, on a maintenant des voix qui se lèvent pour dire ok, on doit prendre ce problème-là maintenant à bras le corps pour commencer à être en force de proposition pour faire les choses. Bien sûr, absolument. À l'époque, il y avait la psychologie qui faisait ça. Aujourd'hui, la psychologie n'incarne pas la vision qu'elle a pu incarner dans les années 70. Et donc, il faut bien que quelqu'un incarne cette vision. Et je pense que nous, en tant qu'architectes, nous sommes intellectuellement équipés pour réfléchir à ces sujets-là. Réfléchir au sujet de la ville, au sujet de la durabilité, au sujet de distance qu'on parcourt. Est-ce que tout ça est raisonnable ? Si, par exemple, demain, on nous donne carte blanche, comment est-ce qu'on compose la ville ? Je pense que beaucoup d'entre nous vont se rendre compte qu'en réalité, c'est beaucoup plus facile de porter des critiques plutôt que de forger une réflexion qui part du départ. C'est des choses, des sujets sur lesquels aujourd'hui on travaille. On estime en fait
que notre parcours, en fait, nous met dans une position où on est obligé de mener des réflexions sur ces sujets-là. Et C'est quoi les problèmes essentiels de la ville africaine? Est-ce que c'est des problèmes de moyens? C'est des problèmes de gouvernance surtout. Comment est organisé un quartier? Comment est organisée une mairie? Qui répond à quoi? Quand vous êtes dans un village, vous n'avez pas ce souci de gouvernance. Une gouvernance, on sait qui l'incarne. Quand vous arrivez en ville, c'est différent. Là, comment on arrive à recomposer la ville avec tous ces facteurs? Ça va des fois au-delà de nos pouvoirs, mais je pense aussi que justement une façon de reprendre le pouvoir, c'est de nous-mêmes se réapproprier ces questions. Et donc ici, on essaie de parler d'une typologie d'habitat, l'habitat économique. Est-ce que Kofi Diabaté essaie aussi de voir ce type d'habitat-là, pourquoi pas essayer soit de l'améliorer, soit d'essayer de donner sa manière ou sa perception de voir cet habitat? Alors, oui, c'est quelque chose que nous faisons, malheureusement pas en Côte d'Ivoire. Nous avons un programme de 20 000 logements économiques au Bénin actuellement, dont 10 000 sont actuellement en construction, qui nous a justement confrontés à cette réflexion. Quand vous construisez pour le plus grand nombre, comment vous faites? Et en réalité, la réponse n'était pas très loin. Hein. La réponse, c'était la Côte d'Ivoire des années 60-70. Avec de l'habitat traversant, avec des typologies comme ce qu'a fait DLM, avec du R+3 pour éviter les ascenseurs, avec des environnements fortement paysagers, avec quelques petites nuances comme l'intégration de commerce sur les voiries, l'intégration de commerces locaux, de type locaux, dans l'urbanisme. Mais ça, c'est des questions en réalité. En tant qu'architecte, on ne peut pas travailler là-dessus sans un maître d'ouvrage de la puissance d'un État. Sinon, quand vous faites des économies d'échelle, qui va vous donner en tant qu'architecte 5 000 logements à faire? Du moins, les penser. Si un promoteur le fait, lui, il va regarder sa marge. Il ne va pas regarder la taille des voiries, il ne va pas regarder l'intégration de la durabilité. Donc oui, il y a des réponses. La réponse béninoise est assez intéressante parce qu'elle renoue aussi avec ce qu'on appelait ici les locations-ventes. C'est-à-dire que si vous payez votre loyer, au bout d'un certain temps, vous devenez propriétaire, ce qui est quand même assez appréciable. Et aussi avec la prise en compte de la copropriété, où l'État continue de gérer la copropriété pour justement éviter les dérapages. Même si vous êtes propriétaire, la copropriété continue d'être gérée par l'État et vos cotisations sont directement prélevées sur votre facture d'électricité. Ce qui fait qu'en fait, vous n'échappez pas. Et en réalité, c'est important de regarder ces aspects-là parce que c'est des aspects qui ont manqué à la gestion de magnifiques cités que nous avons construites dans les années 60-70, comme la Cité des Arts, comme le lycée technique, comme même le Koumassi en commando, tous ces grands ensembles, malheureusement, en fait, ont été cédés sans accompagnement. Quand l'État était obligé de se désengager au milieu des années 80 de la production de logements de masse, l'État a cédé. Et donc c'est désengagé, donc ça en fait des copropriétés. Mais c'est des copropriétés qui n'ont jamais été accompagnées pour gérer des copropriétés. Donc en réalité, comment voulez-vous que des fois 100, 200 personnes s'entendent quels moyens ils ont, quels outils ils ont pour arriver à gérer l'environnement? Mais en fait, il n'en a aucun. C'est ce qui fait que l'environnement se dégrade. Et on pense que c'est une question de moyens, non, c'est une question de gouvernance là encore. Et finalement, comment on arrive à la rendre accessible? Parce qu'aujourd'hui, l'habitat économique, pour une classe, là je ne sais pas ce qui se passe au Bénin, mais par exemple en Côte d'Ivoire, pour la classe moyenne émergente qui arrive, il y a c'est assez difficile d'avoir même l'habitat économique. Et donc finalement, certains sont obligés de soit se retourner vers l'habitat de cour, ou soit de descendre encore plus. Donc
comment on arrive à rendre ça assez accessible? En réalité, c'est difficile de faire l'habitat économique, l'habitat social sans une forte implication de l'État, en réalité. Donc, si l'État produit le foncier, c'est déjà pas mal. S'il fait les voiries primaires, c'est déjà pas mal. Et également, je pense que il y a un mythe qu'on doit briser, c'est que tout le monde n'a pas vocation à être propriétaire. C'est tout le monde. Et en réalité, si on arrive à penser comme ça, on doit pouvoir arriver à produire du logement avec des loyers assez faibles. Et justement, l'État doit pouvoir justement compenser ce gap entre l'accessibilité de ce logement s'il était sur un marché classique, justement en faisant ce dont je parlais, les voiries, etc. Mais garantir l'accès au logement plafonné à un certain niveau. De la même manière que on explique, on doit pouvoir... mais bon, à partir du moment où l'État ne produit plus de logement, du moins dans ces échelles-là, comment est-ce qu'on va y arriver? C'est des questions qu'il faut se poser. Bon, c'est assez cool. Et donc, aujourd'hui, on arrive à votre approche sur les logements de standing, les logements économiques et tout. Et là aussi, il y a maintenant, je ne veux pas dire qu'on vous a découvert maintenant spécialement, on vous a découvert maintenant spécialiste des musées. Et vous avez conçu maintenant, ça fait 2 musées. Il y a trois. Il y a l'un qui a été primé. Et donc, quelle est votre vision du musée en Afrique? Alors, la vision du musée en Afrique, elle n'est pas très définie pour l'instant. Plutôt qu'une vision, je dirais que je suis dans une phase d'interrogation sur la question du musée en Afrique. Justement, interrogation par rapport à des notions de patrimoine et par rapport à des notions de comment, par exemple, nous appréhendons le patrimoine comparé au reste du monde, comparé à des environnements développés. Et donc, du coup, c'est quelque chose sur quoi je m'interroge. En même temps, aujourd'hui, de la même façon que nous avons adopté un certain nombre de codes de la modernité, il faut accepter que le musée également, classique comme on le connaît, doit rentrer dans notre quotidien. Parce que nos sociétés, du coup, ne sont plus structurées comme avant, où la transmission se faisait par des canaux dédiés, on n'avait pas besoin de musée. Mais aujourd'hui, la façon dont on fonctionne fait que le petit Abidjanais qui grandit, c'est important qu'il puisse aller au musée d'Abidjan, au musée des cultures et civilisations, et comprendre et voir à quoi correspondent certaines statues, comprendre ne serait-ce que comprendre ce que c'est que la Côte d'Ivoire, savoir que certaines cultures ou certaines régions ont des cultures de sculptures, de statuettes, de masques, de danse, etc. C'est important. Mais aujourd'hui, en dehors des musées, on ne trouvera pas ça. Alors qu'à l'époque, effectivement, quand on retourne aux environnements traditionnels, la transmission se faisait différemment. Donc la substance de ce que porte le musée aujourd'hui, elle était portée différemment à l'époque. Et hier, on en parlait, c'est finalement comment, au fait, ces musées-là doivent... Quelle est finalement leur morphologie, au fait? Est-ce que ça doit être des musées clos, ouverts, fermés? Alors du coup, ça c'est à partir du moment où on se dit qu'on doit quelque part se réapproprier le concept du musée, ça veut dire aussi qu'on doit le questionner. Le questionner, est-ce qu'un musée, en fait, et c'est une question intéressante, par exemple, comme on disait hier, on faisait la comparaison entre 2 musées. Un musée qui est établi, qui est structuré de façon académique, qui est le musée du Vaudou, avec un conseil scientifique qui a réfléchi, et donc qui va faire plutôt une transmission académique du sujet. Et vous avez le MUCAT, le musée d'Abobo, qui lui, en réalité, n'est pas structuré comme un musée. Il est structuré en réalité comme des espaces qui vont accueillir
de la création, de l'art. Parce que le promoteur est un féru d'art et pour lui c'était important d'avoir ce lieu où on peut montrer de l'art et il fallait que ce soit à Bobo pour que les populations d'Abobo puissent s'approprier le sujet. Et donc c'est une démarche qui est complètement différente. Dans la première on a une démarche structurée, dans la deuxième on a une démarche plutôt organique. Où en fait avant on n'est même pas sûr en fait que les populations d'Abobo vont s'intéresser à ça. Ouais. On se dit, bon, la croyance, enfin, la plupart des gens nous disaient, mais faire un musée à Bobo, mais ça n'a pas de sens. Ouais. Parce que, en fait, les gens ont une vision de la société qui est structurée d'une certaine façon et ne voient pas, en fait, les changements, ne voient pas les évolutions, ne voient pas le fait que apporter un tel équipement à Bobo et d'ouvrir les portes, ça fait, en fait, qu'il y a un tel vide que les gens vont rentrer. Ne serait-ce que par curiosité. Et ensuite, on s'approprie les expositions. Aujourd'hui, on va au musée d'Abobo. Déjà, le musée est gratuit. Ouais. Donc, la majorité, c'est des gens du quartier. Et en plus, ils passent du temps devant les œuvres. Donc, il y a une transmission aussi qui se fait, qui n'est pas académique, mais qui est informelle et organique. Et pour moi, on a besoin des deux. On ne peut pas se limiter à l'une ou à l'autre. Et du coup, pour répondre à la question, en fait, ce n'est pas la typologie du musée en Afrique, c'est les différentes typologies, quelque part, de l'action de transmission au travers d'une démarche muséale. Pour moi, c'est un peu ça. Et en quoi ces musées-là vont être différents au fait des musées occidentaux? Parce que, par exemple, ces musées occidentaux, on nous parle de la position de la lumière, l'hygrographie, comment elle doit penser le musée en fonction des œuvres et tout ça. Alors, il y aura de tout ça. Il y aura effectivement des aspects très techniques, si on veut préserver des œuvres délicates, mais il y a des aspects dans les musées qui ne sont pas techniques. Comment on circule dans un musée? Est-ce que culturellement, la façon dont on va appréhender l'espace est la même qu'on l'appréhende en Europe? En Europe, en général, un musée, c'est calme, il n'y a pas de bruit. Est-ce que chez nous, on peut parler? Est-ce qu'on est forcément dans un endroit qui est clos, où l'acoustique réagit de façon différente? Si vous êtes ouvert, l'acoustique est différente aussi. C'est des questions, hein. Il n'y a pas de réponse. Après, ça dépend de ce que vous montrez. Il y a des choses qui n'ont pas forcément besoin d'être préservées en termes d'hygrométrie, de lumière, de positionnement. Et puis il y en a d'autres, oui. Si le Louvre décide de prêter une collection au musée d'Abidjan dans un futur, il faudra bien qu'il puisse l'accueillir. En revanche, si vous faites une expo de peinture qui est une expo temporaire, bon, vous n'avez pas forcément besoin de tous ces équipements-là. Mais il faut la flexibilité entre effectivement l'équipement, oui, qui peut être ultra sophistiqué pour un certain type d'exposition, à l'équipement qui est relativement basique. Donc il ne faut pas utiliser l'argument de dire « Ah oui, mais on n'a pas cet équipement, donc on ne fait pas ». Oui, c'est ça. Et même aujourd'hui, la politique de la restitution, par exemple, c'est la qualité de nos équipements qui est mise en exergue pour dire là, en Afrique, les musées ne sont pas assez, donc on ne peut pas restituer les œuvres. Or, pourtant, ce n'est pas totalement ça. Oui, mais quel est le contre-argument? C'est difficile d'opposer un contre-argument. Parce que, en réalité, ça rejoint un peu la discussion qu'on avait hier. C'est la vision même du patrimoine. Beaucoup de sociétés africaines ont une vision du patrimoine qui leur est propre, très particulière. Où ce n'est pas le physique de l'objet qui compte, une porte. Comme ça qu'on parle d'objets chargés, etc. Mais même au-delà de ça, ce que moralement il porte, ce qu'il représente. Mais c'est pas sa définition physique, etc. Et donc le patrimoine est véhiculé comme ça.
les véhiculer, notamment au travers de la tradition orale, où effectivement c'est le fond de la pensée en fait qui compte. Ce n'est pas la forme où on dit oui, un tel a fait ça tel jour. Justement, c'est la question revient souvent justement dans les discussions parmi les religions où la religion est un narratif et puis les gens essayent de challenger le narratif de la religion, mais au lieu de comprendre en réalité que les livres saints véhiculent une essence, ils veulent s'attacher au fait que est-ce qu'un tel a fait ci, et puis ah non mais c'est pas logique, on dit qu'il a fait ça à tel moment. Mais en fait, quand vous commencez à regarder ça, vous perdez en fait l'intérêt du récit. Et donc justement, c'est pour revenir à l'histoire du musée. Et à l'histoire de la façon dont nous-mêmes on doit imaginer nos environnements, ça veut dire que il faut aussi qu'on soit conscient sur la façon dont on transmet notre histoire, sachant qu'aujourd'hui il y a des canaux qui sont, on va dire, plutôt physiques, technologiques pour conserver. Mais ça, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Il faut garder aussi le sujet. Ouais. Il faut garder, en fait, comprendre pourquoi est-ce que notre histoire est celle-là. Quelque chose, par exemple, qui était très intéressant dans le parcours en faisant le musée du Vaudou, c'est que sans faire ce musée, je ne me serais jamais intéressé à ce que c'est que le Vaudou. Et aujourd'hui, je comprends que c'est un système spirituel extrêmement sophistiqué, vision que je n'avais pas au début, avec des choses qui sont... et c'est assez intéressant de voir, en fait, les liens entre des principes fondamentaux de ce système spirituel qu'on appelle le vaudou, et l'islam, et la chrétienté, parce que ça rejoint des principes basique de l'humanité. Ça, c'est intéressant, justement. Alors, enfin, quel message souhaiterez-vous transmettre aux futurs architectes et professionnels? Alors, bon, tous les jours, mes messages changent, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il faut que vous ayez confiance en vous. Des fois, je suis confronté à des jeunes architectes qui ont un petit peu peur d'oser. Qui ont, alors qu'en réalité vous êtes dans une position où vous devez bousculer vos aînés. Je t'assure que je n'attends qu'une chose, c'est de voir un jeune cabinet qui émerge et qui effectivement est en train de bousculer les choses, qui commence à avoir une identité, qui s'approprie ce type de sujet. Ça, j'ai envie de voir. J'ai envie de voir plus de jeunes architectes qui vont échanger sur le type de sujet sur lequel on vient d'échanger. Par exemple, un musée en Afrique, c'est quoi? L'école d'Abidjan, c'est quoi? Quels sont les principes, en réalité, qui nous sont propres à nous, Ivoiriens, qui sont différents des principes du Ghanéen, du Sénégalais? Totalement. Parce que, en réalité, il y a des choses, il y a une véritable richesse qui nous est propre, qui, elle, va nécessairement se transformer dans le cadre bâti. On l'a vu avec la Cannes, par exemple. La Cannes, c'est un exemple fabuleux de, à un moment ou à un autre, de se rendre compte que finalement, quoi qu'on dise, on est une nation. Exact. À partir du moment où on est une nation, maintenant, qu'est-ce qu'on déploie, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on offre? Qu'est-ce qui fait que notre réflexion dans un environnement comme Abidjan, où il y a énormément d'architecture, où il y a une classe moyenne émergente, où il y a un bouillonnement culturel, non, ça c'est comment dedans. Ça serait intéressant d'aller voir ce qui se passe à Lagos. Il se passe des choses très très intéressantes à Lagos. Et j'aimerais voir un peu l'équivalent de ça sur le territoire abidjanais. Des choses comme la Biennale
La Biennale de Venise, la dernière Biennale, a montré des choses extrêmement intéressantes. Et surtout, pour moi, la nuance avec ce qu'on a l'habitude de voir, c'est qu'il y a une véritable fraîcheur. On sent qu'effectivement, l'œil de l'Africain apporte aujourd'hui quelque chose de nouveau à la discussion internationale. Et justement, il faut pas juste être spectateur de cette discussion. Nous, on doit y participer. Et je suis convaincu qu'en réalité, on a un terrain qui est tellement vierge qu'on a une aubaine pour inventer, en fait. On a une facilité pour inventer les choses, tout simplement parce que les choses n'existent pas. Si vous développez votre industrie aujourd'hui, est-ce que vous la développez comme avant, avec du charbon? Mais si vous la développez comme demain, il faut que vous soyez aussi en réflexion sur c'est quoi demain, c'est qui l'Ivoirien de demain. Est-ce qu'on est tous condamnés à habiter dans une ville de 7 millions d'habitants avec des embouteillages? Quel est notre rapport à la nature? Quel est notre rapport à la voiture? Quel est notre rapport social à notre environnement? Qu'est-ce que ça veut dire une communauté? Quelle est notre responsabilité vis-à-vis de la gestion de la communauté? En réalité, les questions qui s'offrent aux architectes de demain, ça peut faire un petit peu peur parce qu'elles sont diverses et variées, mais le véritable challenge pour moi, c'est d'arriver à trouver ce qui donne du sens à l'ensemble. Et c'est ça qui est beau dans le métier d'architecte. Vous faites un bâtiment pour un client, vous n'avez pas lui parler de durabilité, mais vous avez fait de la ventilation traversante. Mais il faut que vous y ayez pensé avant. Si c'est pas un sujet dans votre tête, je ne ferai pas. Je pense qu'on l'interview tire à sa fin. Est-ce que vous avez un mot de fin ou quelque chose d'autre à ajouter? Non, le seul mot de fin que j'ai, c'est un mot de remerciement. Je vous remercie surtout de donner une voix à l'architecture aujourd'hui. Comme je disais hier, j'ai été très agréablement surpris par l'interview de Minos et surtout par en fait ce qui l'a provoqué, le fait que mon beau-père qui est âgé de 89 ans, lui m'envoie en fait le lien de la vidéo. Ça veut dire qu'effectivement vous avez touché quelque chose. Et c'est pour ça que je pense que dans la dynamique, ce que vous faites en fait est complètement dans cette dynamique. Diffuser le savoir qu'on a parmi nous. J'espère qu'il y aura encore beaucoup d'interviews. Certaines, par exemple, qui pourront, peut-être constituer quelque part un début de patrimoine, parce que les architectes non plus sont pas éternels. Il y en a certains qui sont partis déjà. Ça aurait été génial d'avoir une interview d'Akajo ou de gens comme ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent être très intéressants à interviewer et qui n'ont pas besoin nécessairement d'être dans une pratique formelle ou professionnelle. C'est intéressant aussi d'élargir le champ. Je pense à des gens qui sont dans l'administration, comme quelqu'un comme Poupo, qui n'arrête pas de nous faire percevoir, mais on a du mal à voir ça. En réalité, que si les architectes sont absents de l'administration, en réalité, on affaiblit les forces de notre ordre, parce qu'on n'est jamais là au moment où il y a des décisions à prendre. Donc c'est des choses comme ça, mais le fait de pouvoir entendre quelqu'un parler de ça, peut être la puce à l'oreille et éveiller des vocations. Donc vraiment, c'est la partie que je retiens, c'est vous féliciter en fait pour cette initiative. Merci à vous, M. Issa. Merci. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker la vidéo, partager, commenter et de nous suivre sur nos réseaux. Merci.